Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT de l'éducation. Tout de suite le sommaire. Qu'attendre de ce nouveau mandat d'Emmanuel Macron sur le plan de l'éducation? Avec notre invité, nous reviendrons sur les principales mesures évoquées dans son programme. Ce sera dans un instant. Nous vous en avions parlé il y a quelques temps. La pochette connectée Pause, qui permettait de réduire le temps que l'on passe sur son téléphone, a été testée dans un établissement près de Poitiers. Est-ce un succès? On en parle tout à l'heure. C'est le moment préféré de bon nombre d'élèves, la récré. Eh bien, saviez-vous que les élèves n'avaient pas toujours eu la chance d'avoir cette pause? Vous le découvrirez dans la chronique de Loïc Landreau. Et tout de suite, on fait un point sur l'actualité avec Mickaël Dorian. Mickaël, nous en avions parlé le jour de sa sortie. Le film Les Secpa continue de faire polémique. Oui, le film sorti le 20 avril dernier est coproduit par Cyril Hanouna et Jean-Rachid Kalouch. Jean-Rachid Kalouch qui s'est exprimé dans Le Parisien. Il répond aux enseignants qui s'insurgent contre la vision caricaturale renvoyée par le film. Les Secpa est dans cette veine très positive avec des vraies valeurs. Un message est très drôle, dit-il. Oui, c'est vrai que c'est toujours pareil, hein, la caricature, voilà, on passe par là pour pouvoir faire rire. Absolument. Bon. Depuis ce week-end et jusqu'à dimanche se déroule en Normandie la Gymnasiade, les Jeux Olympiques scolaires. Plus de 3600 lycéens âgés de 15 à 18 ans et venus de 80 pays différents y participent autour de 9 disciplines sportives. La Gymnasiade 2022, c'est parti. La cérémonie d'ouverture avait lieu dimanche à Deauville. Je vous propose d'en découvrir un extrait avec la Marseillaise chantée par les jeunes athlètes français. Ils chantent presque mieux qu'au foot, je trouve. Oui, beaucoup mieux même. Ouais. Mercredi, des lycéens du prestigieux lycée hôtelier Ferrandi organisent une journée porte ouverte dédiée aux arts de la table. Objectif, redorer l'image du métier de serveur face à la pénurie de main-d'œuvre. Le secteur de l'hôtellerie-restauration cherche des solutions, d'où l'idée de cette journée porte ouverte qui se tiendra au sein de l'un des campus de l'école à Saint-Gratien dans le Val d'Oise, car selon Franck Delvaux, président de l'UMI Paris-Île-de-France, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, il estime que c'est aussi le rôle de l'éducation nationale de mettre en valeur notre métier pour lequel l'ascenseur social fonctionne. On peut démarrer au premier niveau et finir par ouvrir son propre établissement. Alors, on termine avec Louane, qui était invitée d'Europe 1 ce lundi. Louane, qui était dans l'émission Culture Média de Philippe Vandel tout à l'heure. Elle s'est confiée sur un de ses souvenirs d'enfance. Elle a raconté pourquoi elle s'est faite renvoyer de son école de musique. On l'écoute. Il faut dire que je m'entendais pas très bien avec la professeure de solfège et que de toute façon l'idée de rester assis sur une chaise en classe c'était pas mon délire. Donc forcément de fil en aiguille j'ai vraiment causé les raisons du renvoi. Hein. D'accord. J'arrivais et je disais je me suis trompée de sac, j'ai pris mon sac d'école, non j'ai pas fait mes devoirs. Enfin, j'avais pas envie quoi. Merci Louane et Philippe Vandel. Merci aussi à vous Mickaël. Alors qu'attendre de ces 5 nouvelles années de mandat d'Emmanuel Macron sur le plan de l'éducation? C'est notre question du jour. On en parle tout de suite. Et pour en parler, j'accueille Stéphane Crochet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire général du SENSA, le syndicat enseignant du premier et du second degré. Alors parlons-en justement de ces 5 prochaines années, les 5 années qui nous attendent, surtout sur le plan de l'éducation, puisque ça nous concerne beaucoup, vous et nous, sur School TV. On va détailler ensemble ce que prévoit Emmanuel Macron pour ces 5 prochaines années, sachant que la réforme Blanquer a fait couler beaucoup d'encre. J'aimerais d'abord une petite réaction, car c'est la première fois qu'on se rencontre, une petite réaction de votre part, après tout ce qu'on a vécu pendant 5 ans, et cette réforme qui a été quand même lourde, à la fois de sens, à la fois de manque de dialogue, et autres, ce que on a beaucoup entendu ici sur le plateau. Alors une réforme Blanquer ou des réformes Blanquer, et surtout
une politique Blanquer, une façon de faire qui prend l'opinion publique à témoin, qui commence d'abord par s'exprimer de façon large à l'opinion publique, et puis à nous ensuite de mettre en œuvre, et souvent de combler les écarts, de rattraper les défauts, et donc vraiment une grande difficulté à être mis sans cesse en porte-à-faux pendant ces 5 ans, et du coup avec une perte de sens de nos métiers, l'impression le plus souvent de faire, non pas pour nos élèves, mais pour courir derrière, remplir la boîte que le ministre vient d'ouvrir. Oui, c'est un peu étonnant parce qu'en fait, en tant que ministre de l'Éducation, on pourrait penser que l'idéal, quand même, c'est d'avoir finalement une bonne réforme et un bon bilan de ce qu'on a fait. Et donc, autant travailler avec les gens qui connaissent bien ce milieu-là, ce secteur-là. On a vraiment eu cette impression d'un manque total de dialogue entre le monde enseignant et le ministère de l'Éducation et le gouvernement. Jean-Michel Blanquer était et est toujours un très grand connaisseur du système éducatif. Il le connaît très bien et vraisemblablement il a théorisé le fait de le mettre sous pression et donc de mettre sous pression le système éducatif pour qu'il avance. Alors c'est à moitié gagné, à moitié perdu. À moitié gagné, la pression elle est très très bien ressentie à tous les niveaux. Je veux dire aussi que cette époque-là se caractérise et se finit par une mise sous tension de tous les niveaux du système éducatif, y compris par l'encadrement qui n'en peut plus. Et donc à moitié gagné et à moitié perdu dans le sens où cet épuisement, le risque de démobilisation des acteurs, de la perte de sens du métier, de l'épuisement, est aujourd'hui sûrement le plus gros risque pour notre système éducatif. Alors vous parlez de risque, clairement les résultats du CAPES là, sont assez flagrants. Les chiffres sont terrifiants même, on a l'impression qu'il y a un désamour, en tout cas une non-envie, c'est peut-être pas un désamour, mais en tout cas un risque tel de se dire est-ce que vraiment je m'engage dans cette voie-là pour devenir enseignant, parce que je ne vais peut-être pas gagner ma vie, parce que je vais souffrir effectivement d'un manque de dialogue et d'incompréhension vis-à-vis de mes pairs, parce que les parents ne vont pas comprendre le dialogue entre les parents et les enfants. Est-ce que c'est ça qui continue de surgir aujourd'hui? On a peur pour demain, pour nos enseignants? Alors, pour le SEUNSA, la question de l'attractivité de nos métiers est le premier défi que la nouvelle ministre aura à relever. Si demain, si nous ne voulons pas connaître demain à l'école les mêmes difficultés que celles qu'on connaît aujourd'hui à la santé, il va falloir réagir très vite, parce que, en effet, y compris la fameuse rentrée techniquement réussie dont tous les ministres se prévalent chaque année à la rentrée, pour la rentrée prochaine, rien n'est assuré. Il n'y aura peut-être pas un prof dans chaque classe à la rentrée prochaine. Bah oui, clairement. En tout cas, on le voit avec la première des revendications. Vous dites l'attractivité, mais c'est la première des revendications, c'est le salaire. Alors, il y a eu des efforts de fait pendant cette réforme, effectivement, pendant ces 5 années. La prime annuelle de 3 000 € net pour les professeurs des écoles et des collèges situés en REP+, d'accord, mais pour les autres, bon. Et 1,1 milliard d'euros supplémentaires en 2 ans. C'est-à-dire qu'un prof en début de carrière est passé de 1 700 € en février 2022, je regarde bien mes notes pour ne pas me tromper parce que c'est tellement terrifiant, à 1 869 € net mensuels. Alors c'est vrai que c'est une amélioration. Mais on démarre très bas et on finit toujours bas. C'est-à-dire que même après 30 ans de métier. La question de l'attractivité ne pourra pas se résumer à la question des rémunérations. Mais très clairement, on a aujourd'hui un problème de rémunération. On est embauché à un premier salaire qui est vraiment trop faible, y compris celui que vous venez de citer, c'est pour un enseignant titulaire. Donc, quand on est stagiaire, pour la première année, on est encore en dessous de ça. Donc quand on s'adresse aujourd'hui à des personnes qui ont 24, 25 ans, et évidemment plus, voire en reconversion, et qu'on leur dit qu'il va falloir se débrouiller avec ce salaire-là, ça ne passe pas, ils ne peuvent pas se projeter. On a vu arriver, avec la reprise de l'emploi, les chiffres de l'emploi sont meilleurs, le fait aussi que, du coup, nombre d'étudiants se disent, entre ce salaire-là et un autre, je choisis un autre. Et puis dans la réforme Blanquer, il y a eu aussi une réforme de la formation initiale qui est devenue illisible et incompréhensible, y compris quand on demande à mes collègues. Et donc, quand on peut retrouver nos anciens élèves qui viennent nous dire comment on fait pour devenir prof. Aujourd'hui, plus personne ne sait l'expliquer parce qu'une réforme de la formation a été mise en œuvre.
au pas de charge, de façon très complexe. Donc la visibilité, la lisibilité de comment on devient prof, elle est perdue. Par ailleurs, tous les entrants dans le métier savent que l'entrée dans le métier est rude. On est soit en classe à temps plein et en pleine responsabilité, soit on est en classe à mi-temps, mais là aussi quand même en pleine responsabilité pendant ce mi-temps. Donc le nombre de situations de jeunes professeurs des écoles, de collèges ou de lycées qui en entrant dans le métier n'y arrivent pas, s'épuisent, commencent par passer par un congé. On a des chiffres de démission qui restent encore assez peu importants, mais qui ont beaucoup augmenté ces dernières années. Tout ça, plus l'image du métier qui a été très abîmée, ça fait qu'un certain nombre de personnes qui pouvaient se dire que ce métier a du sens, et elles se le disent toujours. Aujourd'hui, elles se disent que peut-être il n'en vaut pas la peine. L'image du métier en question, on aurait pu penser qu'avec cette pandémie, s'il devait y avoir des bonnes choses suite au Covid, eh bien l'image des professeurs, puisque les parents se sont rendus compte que c'était très difficile de faire l'école à la maison, au moins ils se sont rendus compte de ça. Et donc l'image des profs, tout d'un coup, a été un peu redorée, si je puis dire. Mais quelque part, à nouveau, il y a eu cet effet de vase communicant, c'est-à-dire redorer d'un côté et en même temps, comme on a fait pour les infirmières, à les applaudir à 20h. Bon, pareil pour les enseignants, merci 1000 fois de vous occuper de vos enfants. Et puis derrière, effectivement, toujours pareil, ce gouvernement qui ne donne pas l'importance que devraient avoir nos enseignants, finalement, en termes d'image. Alors, il y a, vous avez cité la crise de la pandémie, qui évidemment nous a tous profondément marqués. Il y a eu aussi l'assassinat de Samuel Paty. Pour dire que dans ces moments-là, il y a eu des mots extrêmement forts portés sur le rôle de l'école, sur le rôle de l'enseignant. Et puis après, tout de suite, on retrouve le quotidien, qui est un quotidien fait d'injonctions descendantes, d'un « débrouillez-vous ». J'avais encore ce week-end, je croisais une de mes collègues qui a surveillé les examens la semaine dernière à l'occasion des épreuves du bac, des épreuves de spécialité, et qui me disait, en cours de surveillance, on a donné 4 consignes différentes à nos élèves sur il faut rendre l'annexe, non le rendez pas, le sujet est un peu faux, mais c'est pas très grave. Et elle m'a dit, moi j'en ai marre, je ne veux plus avoir honte pour l'école. Le sujet est un peu faux, mais c'est pas très grave. Comment c'est possible de dire ça ? L'énoncé du sujet, c'est un peu faux, mais vous vous débrouillez. Donc, c'est dans une discipline particulière, et donc je ne l'ai pas vu. Oui. Je ne l'ai pas vu, mais c'est très révélateur de ces réformes qui veulent toujours aller plus vite que la musique, où il faut faire pour telle date, parce qu'il y a un timing politique. Et nous, les enseignants, on n'est pas que des empêcheurs de tourner en rond, on n'est pas que des freins, on est des experts. Et quand on dit, pour telle date, il faut que les sujets zéro, ils soient prêts longtemps en amont. Et donc, c'est pas du tout comme ça qu'on a fait pour la réforme du bac. Pour la réforme du bac, nos élèves devaient choisir des enseignements de spécialité pour leur année de première quand on n'en connaissait que les intitulés et pas les programmes. Là, ça a été une très grande difficulté pour les profs. Enfin, nous souhaitons accompagner nos élèves, en particulier les plus fragiles, ceux qui n'ont pas toutes les clés, leur donner des réponses, et on les avait pas. Et donc, ce sentiment de mentir, d'être en porte-à-faux, là, ça fait vraiment du mal à la façon dont on vit notre métier. Est-ce que c'est pas finalement ça le vrai problème, bien avant les problématiques liées au salaire, bien avant les problématiques liées à la formation? Finalement, c'est un manque de considération et on fait les choses trop vite, on prend pas le temps de vous écouter. Finalement, c'est un peu ça l'idée? Très clairement. Alors, la question des rémunérations devient de plus en plus importante, y compris dans ce contexte d'inflation. Et en gros, on dit toujours jeune professeur, mais le jeune professeur, ça dure jusqu'à 15 ou 20 ans dans la carrière. En métropole, on n'arrive pas à se loger et à vivre à peu près correctement avec son salaire. Donc, ça va avec le manque de considération. Mais on a un vrai problème de considération pour le professionnel les professionnels que nous sommes. Et on est notre fameux mammouth qui aurait du mal à se réformer ne fait que vivre des réformes successives les unes après les autres sur le timing politique, sur le quinquennat, notamment pour la réforme du lycée. Ce qui était demandé d'emblée, c'était que la première session ait lieu en 2021, un an avant l'élection présidentielle. Et donc tout a été calé là-dessus, non pas sur ce que l'on serait prêt à faire, à expliquer à nos élèves,
qu'ils puissent comprendre, les programmes que l'on puisse s'approprier. Non, notre timing était dicté par le timing de l'élection présidentielle. Dernière question sur le salaire et après on va en venir aux propositions qui sont donc faites par le président pour ce nouveau quinquennat justement en termes d'éducation. Sur le salaire, le ministre Jean-Michel Blanquer avait proposé au départ un salaire, une augmentation des profs au mérite. C'est charmant. C'était très bien pris par le corps enseignant, j'imagine, comme vous, j'imagine, vous avez les mêmes réactions. Finalement, ça a été rabiboché et finalement, c'est sans condition. Comment vous le vivez, ça ? C'est un déni de réalité. Ça fait complètement partie du manque de considération. L'école dont il parle, président candidat, ministre en campagne, décrit une école qui n'est pas l'école que nous vivons, qui n'est pas la réalité de notre métier. Cette notion de mérite, et le ministre Blanquer qui connaît bien le système éducatif... Oui, il a présenté sa démission aujourd'hui, là, ça y est. Mais... savait bien toutes les difficultés. On met quoi derrière mérite ? Le résultat de nos élèves. Franchement, faire réussir de bons élèves, et donc avoir de bons résultats, c'est ce qu'il y a de plus facile. Avoir des élèves beaucoup plus fragiles et tenter et travailler pour réenclencher du progrès. Et quand on réussit à réenclencher du progrès, souvent il faut un peu de temps pour qu'il devienne visible. C'est pourtant là qu'il faut aller travailler pour les élèves les plus fragiles, et c'est là où cette question du mérite est bien la plus difficile à mesurer. Puis il y a quand même chez le ministre Blanquer une volonté d'avoir une vision statistique avec des évaluations nationales chiffrées sur des résultats chiffrés des élèves. Et on sait très bien, quand on est des pédagogues, que la seule chose que l'on réussisse à évaluer, c'est ce qu'il y a de plus facile à voir et souvent le plus facile à acquérir, des techniques, des mécaniques. Mais pour réussir à évaluer des apprentissages complexes, ça passe pas par des évaluations simples comme il veut les faire passer depuis qu'il est arrivé rue de Grenelle. Alors, je le disais en début d'émission, on va détailler ensemble ce que prévoit donc Emmanuel Macron pour l'éducation. J'ai revu entièrement, évidemment, le site de ex-République En Marche et Renaissance actuelle sur l'éducation en particulier, notamment dans le déséquilibre des savoirs fondamentaux. Personne ne savait ce que c'était que cette expression avant. Maintenant, tout le monde connaît, tout le monde parle des savoirs fondamentaux, les maths, le français. Alors, Jean-Michel Blanquer s'est défendu dans ce bilan en disant qu'évidemment, le niveau des Français en maths était très mauvais déjà bien avant son arrivée et que la réforme, en fait, a permis une hausse certaine de ce niveau-là. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais que pour l'instant, on n'en sait rien. Il se base sur quelques chiffres donc de ces fameuses évaluations nationales, CP, CE1, 6e, qui ont été mises en œuvre à partir de mémoire de la rentrée 2018. Oui. Ça fait longtemps qu'on a des évaluations nationales dans notre système éducatif, et la seule chose que l'on a pu observer à chaque fois, c'est que dans les premières années où elles se mettent en place, on obtient un progrès parce que nous préparons mieux nos élèves au type d'exercice des évaluations nationales que l'on connaît. De là à savoir si on va avoir des progrès durables et d'ampleur, parce que pour l'instant ce qui a été observé est très très mince, et est-ce qu'on aura des progrès durables qui par ailleurs auront une vraie influence sur le destin scolaire de nos élèves? C'est trop tôt pour le dire, et de toute façon ça ne pourra pas transparaître au travers de ces évaluations nationales sur quelques apprentissages très techniques, très mécaniques, notamment ce que nous montrent les évaluations internationales et nos fragilités, parce que d'ailleurs on nous présente toujours presque comme les derniers des derniers. On est en dessous de la moyenne, mais... Je crois qu'en maths, on est quand même très, très mauvais.
En vrai, je le dis clairement. non, en vrai, on est en dessous de la moyenne. On est en dessous de la moyenne. Et ces difficultés en maths qui alertent les ministres successifs qui voudraient pouvoir mettre des réformes dont ils auraient les résultats visibles avant de repartir, doivent surtout nous inviter à un autre enseignement mathématique et scientifique. D'ailleurs, le ministre avait commandé un rapport Villani-Torossian avec des préconisations très intéressantes qu'il a fini par resserrer sur des choses très mécaniques. Et donc, nos élèves, qui sont toujours les plus fragiles face à des situations, problèmes complexes. Donc pour les maths, on a 1h30 de plus là, dans le tronc commun qui vont arriver à partir de septembre, a priori. En tout cas, c'est la proposition qui a été faite. 1h30 de matin, je parle au lycée, voilà. Donc 3 heures, c'est ça, 3 heures ou 3h30 de sciences de manière générale, c'est ça? Dans le tronc commun, ça fera 3h30, oui. Voilà, 3h30 dans le tronc commun. Donc ça, c'est en fait, effectivement plus de temps, mais c'est pas ce que vous dites. Vous dites c'est la manière dont c'est enseigné qu'il faut changer, qu'il faut révolutionner finalement. Oui. Beaucoup plus tôt et beaucoup plus jeune, parce que ce sont les résultats de nos élèves de 15 ans qui sont pas bons, et donc avec une toute autre approche des maths et des sciences. L'heure et demie de plus de maths en tronc commun au lycée général, c'est déjà seulement une partie de notre population scolaire. D'autres sont au lycée technologique, d'autres sont au lycée professionnel. Il y a un vrai intérêt et un vrai sujet sur interroger ces maths dans le tronc commun, parce que vraiment, nous avons une particularité française. Les maths servent depuis très longtemps de discipline d'excellence et de sélection, avec quand même le paradoxe de produire moins de scientifiques que les autres pays et d'avoir un niveau qui baisse. Donc on pourrait se demander quand même si on ne cherche pas à faire toujours plus de maths pour les meilleurs, de façon à toujours trouver les meilleurs et à oublier tous les autres. Et oui, d'autant plus que, merci de poser la question, puisque j'allais y venir, d'autant plus qu'on est dans quand même une ère du numérique aujourd'hui, une ère où il y a beaucoup de métiers qui sont liés finalement aux sciences de manière générale. Donc c'est quand même étonnant d'imaginer qu'il y ait moins de choix vers les filières scientifiques qui s'opèrent, moins de filles en plus. Mais bon, ça c'est une question de genre, mais il y a moins en tout cas d'élèves qui choisissent la spécialité maths. Et moins d'élèves qui vont vers les filières scientifiques. C'est quand même un paradoxe, non, tout ça? C'est bien le paradoxe de notre relation aux maths. Des maths qui font peur, de l'autocensure, des maths qui sont difficiles, des maths qu'on n'aime pas. Dans notre pays, le nombre de personnes qui disent que c'était leur bête noire à l'école. Donc on a vraiment quelque chose à travailler sur la relation aux maths, les maths qui servent à sélectionner les meilleurs et pas à faire que l'ensemble se les approprie en tant qu'objet, y compris objet intellectuel, et voire citoyen. Oui. Oui. Non. Alors, pardon. Donc, je parlais du numérique à l'instant. Emmanuel Macron, donc dans son nouveau quinquennat, par le biais de son futur ministre qu'on va connaître, j'espère, très vite, de l'éducation, l'apprentissage d'une nouvelle matière entre la 5e et la 3e, le numérique, justement, à l'instar d'une seconde langue, dit-il. C'est entre guillemets, c'est sur le site donc, de Renaissance. Ce qui paraissait attenant, toujours pareil, quand on imagine que, voilà, on revient toujours à la même question, quoi, de ces filières désertées en maths, et pourtant, ce fameux enseignement numérique qui devient aussi important que l'anglais, l'espagnol, l'allemand, le chinois ou le russe. Alors, d'abord, le président désormais réélu a pu dire des choses avant le premier tour, différentes pendant l'entre-deux tours. Donc nous sommes très impatients de rencontrer le nouveau ou la nouvelle ministre pour qu'on parle concret et réalisme. Vraiment, les annonces qui ont été faites avant le premier tour semblaient bien plus des propositions de campagne que des pensées tout à fait construites pour l'école. Sur ce parcours de la 5e à la 3e, il y a aussi été question d'orientation, de rencontres de professionnels des différents métiers. Et je trouve que c'est une fois de plus la mesure du décalage entre ceux qui font l'école et ceux qui parlent de l'école. Ceux qui parlent de l'école
ils voient un souci, donc il n'y a qu'à ajouter ça, et donc on ajouterait des couches et des couches, et on n'arrive pas à avoir la vision globale, alors que nos élèves, dans les pays européens, sont ceux qui ont le plus d'heures de cours, et qui n'obtiendraient pas forcément les meilleurs résultats. Donc on voit bien que tout n'est pas question de nombre de couches à passer, mais bien de vision globale. Et je crois qu'il y a une très grosse préoccupation à avoir sur le bien-être de nos élèves qui décroît et qui doit tous nous inquiéter. Mais à vous écouter, je vous sens optimiste parce que vous parlez d'un dialogue qui va s'opérer avec le ou la nouvelle ministre de l'Éducation. Donc ça veut dire qu'enfin, vous pensez qu'ils vont prendre en compte l'univers enseignant et vos demandes et vos conseils ? On ne peut pas commencer de mauvaise humeur. Optimiste, non. Pragmatique, déterminé. Nous avons beaucoup à dire. On peut aussi espérer que ce nouveau ou cette nouvelle ministre soit dans un gouvernement qui aura entendu l'état de tension de notre pays. Je crois qu'on ne peut pas passer à côté, là. Là, je crois que c'est manifeste. Un programme. Il y a autant d'extrêmes si forts. Un programme du candidat Macron qui n'avait pas l'air de tirer beaucoup de points positifs des 5 dernières années. Donc, du coup, visiblement, un besoin de changer quelque chose. Et donc, nous, on est prêts pour faire entendre une expertise, notre expertise, au nouveau ou à la nouvelle ministre. Dernière petite réaction, juste parce qu'on parlait justement des lycées professionnels et technologiques aussi tout à l'heure. Proposition aussi donc d'Emmanuel Macron, la réforme, enfin proposition ou réforme imposée des lycées professionnels avec un tri dans les filières jugées trop nombreuses et pour certaines sans débouché. Concrètement, il parle de quelles filières sans débouché et lesquelles sont trop nombreuses ? Alors, d'abord, il a oublié que son ministre a engagé une transformation de la voie professionnelle pour laquelle il a martelé que c'était sa deuxième priorité pendant 5 ans. La voie professionnelle est toujours à retravailler. Les métiers changent et par ailleurs, entre les appétences de nos élèves, ce qu'ils peuvent connaître et leur représentation des métiers et les besoins d'aujourd'hui, de demain et d'après-demain, il y a toujours besoin d'adapter. Mais la voie professionnelle l'a fait tout le temps et c'est un nouvel exemple qui a l'air de dire qu'aujourd'hui, le lycée professionnel, la voie professionnelle ne fait pas ce qu'il faut, ne fait pas ce qu'elle faut, alors que pour autant, elle accueille, scolarise et amène au bac les élèves les plus fragiles de notre système éducatif. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Stéphane Crochet. On attend impatiemment donc, ce gouvernement qui va se constituer, là, dans les prochaines heures, j'espère, avec les annonces donc, du futur ou de la future ministre de l'Éducation. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du SE UNSA, le syndicat enseignant du premier et du second degré. À très vite, on se reparle avec joie dès qu'on sait qui est là et ce qu'il va faire. Et dès qu'on aura les propositions concrètes, vous reviendrez sur le plateau. J'espère que je n'aurai pas perdu le sourire. Non. Je vous le redonnerai, je vous promets, on trouvera des solutions. Merci, restez avec nous, on se retrouve après la pub. De retour sur le plateau du Grand JT, nous sommes avec Alexandre Fauché. Bonjour. Bonjour Alexandre. Vous m'entendez bien ? Bonjour. Parfaitement. Alors, vous étiez venu sur notre plateau le 14 février dernier, non pas pour la Saint-Valentin, bien qu'on l'ait fêté ensemble, mais pour nous présenter Pause, une pochette qui permet de réduire le temps passé sur nos écrans. On va y venir, parce que c'est particulier, justement, comme idée, ingénieuse. Et depuis début avril, le dispositif est expérimenté dans un collège à Poitiers. Ça tombe bien, car nous sommes aussi avec Jérôme Chimizi, qui est le référent numérique de ce collège, le groupe scolaire Isaac de l'Étoile, qui se situe à Poitiers. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors voilà, ravi d'être avec vous tous les deux, ainsi qu'avec Mickaël Dorian sur notre émission, parce qu'on avait envie de reparler de Pause et l'expérimentation qui se fait justement au sein de ce collège à Poitiers. Comment ça s'est mis en place chez vous, Jérôme ? On a été mis en relation avec Alexandre et l'idée d'avoir une solution qui permette de mettre le téléphone en pause de manière bienveillante était très intéressante.
parce que il y a des difficultés dans tous les établissements scolaires pour gérer cette utilisation des téléphones, où malgré les règlements intérieurs et malgré le fait que les adultes répètent régulièrement aux enfants les zones dans lesquelles ils peuvent l'utiliser, on s'est aperçu que voilà, on était toujours dans un système de conflictuel et c'était amusant pour personne de passer son temps à faire ça, que ce soit de manière volontaire ou involontaire de la part des jeunes, parce que parfois ils sont tellement dans leur téléphone qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont rentrés dans un lieu où ils n'avaient plus le droit de l'utiliser. Donc voilà, on a trouvé ça intéressant à mettre en place et à tester au sein de notre établissement. Vous savez, quand on prend le métro à Paris ou quand on voit les gens se balader dans les rues, dans n'importe quelle ville de France, on voit que finalement, il n'y a pas que les jeunes et on est tous à peu près absorbés par nos téléphones. Donc, il faudrait faire une pause pour tout le monde. Alors justement, revenons à l'essentiel de ce qu'est pause. Alexandre, vous nous en aviez parlé donc, en février. Évidemment, l'idée de mettre le téléphone un peu en pause à l'école semble essentielle. D'ailleurs, je crois que c'est interdit, il me semble, par le ministère de l'Éducation nationale. On n'a pas le droit d'utiliser ce téléphone à l'école. Et vous avez donc, c'est ça, n'est-ce pas? Au collège, c'est interdit. Nous, on a aussi un niveau de lycée. Au lycée, c'est autorisé, pas au collège. Pas au collège, voilà. Et donc, l'idée, effectivement, Alexandre, était de mettre en place une pochette qui permettrait de mettre son téléphone dedans et d'avoir des récompenses. Racontez-nous à nouveau cette idée de pause. Alors, effectivement, vous l'avez très bien présenté. Pause, on passe 4 à 6 heures par jour sur son téléphone. C'est un outil fantastique, mais c'est trop de temps. Ça prend trop de place dans nos vies et celles de nos enfants, dont le cerveau est en construction et qui ont besoin de se concentrer face à des mécaniques de design addictives sur les jeux, les réseaux sociaux. C'est difficile pour eux de résister à ça. Donc Pause, c'est une pochette. C'est d'abord un concentré. C'est pas qu'une pochette, c'est un concentré de technologie. Il y a de l'électronique dedans, il y a un brevet. C'est une pochette connectée pour déconnecter. Donc le principe est simple, vous y glissez votre téléphone et quand il est verrouillé à l'intérieur, au bout de 15 minutes, on va valoriser ce temps de déconnexion par des points qui, si vous êtes régulier, vont déclencher effectivement le récompense. Donc on propose Pause aux particuliers depuis septembre dernier et c'est vrai qu'on s'est rapproché d'Isaac de l'Étoile pour faire un pilote. Ça nous semblait particulièrement intéressé en milieu scolaire où le corps enseignant a des difficultés à faire respecter ce règlement. On a entendu des témoignages d'enfants qui sortaient leur téléphone en cours pour répondre à des messages. C'est pas du tout propice à la concentration. Donc on a travaillé avec Jérôme et on a travaillé à cette idée d'un challenge collectif. Donc l'ensemble d'une classe, un niveau doit ensemble cagnoter un nombre d'heures de pause, donc d'heures sans le téléphone, et donc à la clé il y a une récompense. Donc c'est alors justement, la récompense, quelle est-elle? Parce que c'est quoi la carotte pour les enfants? Dites-moi. Jérôme l'a présenté, je pense que c'est vraiment leur initiative. Alors Jérôme, dites-moi, comment est-ce que déjà les élèves ont joué le jeu, premièrement, de cette idée de pouvoir faire une pause réelle avec le portable et de comprendre que c'était néfaste forcément pour leur apprentissage et même pour eux au quotidien, et surtout, quelles sont les récompenses proposées si ils respectent intelligemment la fameuse cachette? Alors, tout d'abord, oui, les jeunes ont joué le jeu de la pause et de mettre leur téléphone dans la pochette. Et ils nous l'ont avoué très, très rapidement, c'est que le système de récompense les intéresse fortement. Donc on a mis en place plusieurs récompenses. Tout d'abord, il y a une récompense collective, c'est-à-dire qu'il y a un objectif. S'ils atteignent ensemble l'objectif, ça représente à peu près 1400 heures de pause de début avril jusqu'à mi-juin, ils auront tous le droit d'avoir une place au Futuroscope. Et ensuite, sympa, c'est culturel, donc c'est vachement bien, parce que c'est pas une pause, c'est pas plus de récré, quoi. Non, mais dans les pauses, dans les récompenses, on a mis pas mal de récompenses, et notamment il y a une récompense qui peut paraître comme un substitut à une addiction en étant du sucre. Donc on remplacerait le téléphone par du sucre, mais au final, aucun enfant ne prend ni de viennoiserie ni de bonbons. Ils sont plus sur les grosses récompenses qui sont place de karting, place de cinéma, place d'acrobranche, aussi place de laser game. Donc voilà, c'est ce qui les intéresse. Et dans le challenge collectif, les 3 premiers auront une récompense supplémentaire. La première récompense, c'est un vol en apesanteur, pardon. La deuxième, ça sera une place de karting. Et la troisième, ça sera une place de laser game. Donc ça leur donne un challenge supplémentaire entre eux.
à essayer de se dépasser parce que c'est leur univers aujourd'hui. Ils sont dans un système de gaming en permanence. Donc eux, ce qui les intéresse, c'est de battre leurs copains et leurs copines. Donc c'est ce qui les attire. Et ils ne voient pas ça comme une contrainte. Aujourd'hui, au final, c'est l'élève. C'est l'enfant lui-même qui met le téléphone dans sa pochette. C'est pas un adulte qui lui dit tu poses ton téléphone, tu arrêtes de te servir de ton téléphone. Donc ça leur donne des habitudes différentes et la plupart enfin même tous jouent le jeu et ils sont très contents. Bah, je comprends qu'ils jouent le jeu. Et si moi, par exemple, j'acquiers cette fameuse pochette pause Je vous vois venir. Bah, bien sûr, et que je la glisse donc sous la table de l'émission, est-ce que j'aurai le droit d'aller au Futuroscope aussi ou pas? Alors, ça, si je cumule des points. C'est qu'au niveau de notre ensemble scolaire et c'est les élèves qui ont bien été identifiés. On est sur Donc je reparte en troisième. C'est ça. Alors ils sont en cinquième et en seconde parce qu'on voulait étudier justement cette problématique sur 2 niveaux, et sur 2 unités pédagogiques différentes parce qu'au collège c'est totalement interdit mais il y en a quand même qui l'utilisent et au lycée c'est autorisé mais pas dans les salles de classe et pas dans le couloir. Donc ça permettait de voir une utilisation un petit peu différente, sachant que les réseaux sociaux sont plus utilisés au niveau des secondes qu'au niveau des cinquièmes. Les cinquièmes c'est principalement pour jouer, donc il y a moins de débordements. Au niveau des secondes, c'est beaucoup plus dans les réseaux sociaux. Mais on a eu un exemple, c'est une maman qui avait appelé son enfant pendant les heures de cours et l'enfant a répondu à l'enseignant, c'est ma mère qui m'appelle, je réponds. Donc on est c'est devenu une habitude, le téléphone sonne, c'est normal, on répond. Oui, bien sûr, ils ne comprennent pas encore qu'effectivement, il faut faire une vraie pause. Mais le nombre, par exemple, sur une journée, quel serait le temps de pause idéal? C'est-à-dire qu'ils prennent le cours à 8h30, la valorisation pour la récompense en question, elle se fait quoi, jusqu'à 4h30 à peu près? Alors, pour les secondes, c'est 4 heures de pause par jour. Et pour les cinquièmes, c'est 6 heures de pause par jour. C'est très simple, c'est à peu près les heures de cours qu'ils ont. Donc s'ils jouent le jeu à ne pas utiliser leur téléphone, de le laisser pendant les heures de cours, ils ont déjà atteint l'objectif minimal. Maintenant, ils sont obligés de faire plus de pauses s'ils veulent être mieux placés dans le classement. On comprend qu'il y a un vrai problème avec le portable pour les enseignants. Ça veut dire que grâce à la pochette pause, c'est un changement de méthode finalement. C'est-à-dire avant, on essayait de faire appliquer la règle par la sanction et là, on fait appliquer cette règle finalement par la récompense. C'est un petit peu différent, c'est-à-dire que là, on rentre plus dans le système de conflit. Là, maintenant, on est dans un système de bienveillance. Après, c'est la petite carotte, le petit plus pour les enfants. Bon, là, on est sur une vingtaine d'élèves où on teste. Est-ce qu'on pourrait faire la même chose et les mêmes récompenses sur l'échelle globale de l'établissement? Ça reste à déterminer encore. Après, ça reste une façon pour eux de se dire, bah oui, moi, je joue le jeu par rapport aux adultes parce que on a un rôle d'éducation, on doit donner l'exemple, on ne joue pas toujours le jeu, et c'est vraiment, vous faites le jeu, mais vous avez effectivement quelque chose en plus, et on a mis en place des choses que l'on donne déjà dans le cadre de notre foyer d'animation, laquelle ils peuvent avoir droit, donc c'est des compléments et des choses qu'on peut donner directement à l'élève qui joue le jeu avec cette pause. Oui, en fait, ils ne le voient pas comme une infantilisation, finalement, même en classe de seconde, mais comme une responsabilisation, puisque c'est par eux-mêmes, c'est ça, qu'ils planquent leur téléphone. Exactement, et ils se disent, voilà, nous on fait des efforts, mais on est récompensé de nos efforts, on n'est plus dans une sanction comme c'est dans l'école avec les notes. Voilà, j'ai fait des efforts, j'ai fait des choses, mais moi je veux faire encore plus. En fait, ça les permet de se dépasser, parce qu'ils pourraient tous jouer le jeu en disant, les secondes, on fait que 4 heures de pause par jour, et puis c'est bon. Non, ils vont au-delà, ils font des pauses le week-end, ils ont fait des pauses énormes pendant les vacances, donc c'est en permanence qu'ils font des pauses, qu'ils jouent. Donc j'ai envie de dire, à un moment donné, oui, on peut leur redonner quelque chose de manière culturelle ou un peu de loisir, parce qu'ils ont fait cet effort-là. Alexandre, c'est pas beaucoup. Hein. Oui, bien sûr. Alexandre Fauché, donc vous avez créé donc cette fameuse pochette pause. Est-ce que le développement, on le voit très bien, on l'imagine très bien justement dans les collèges et lycées, évidemment avec les enfants. Quel est le développement après futur? Ça peut être pour les entreprises aussi. Comment vous allez développer votre... C'est une application, il me semble. Alors, effectivement, on a une stratégie qui aujourd'hui va vers le monde de l'éducation au sens large, parce qu'il y a un vrai sujet avec cette arrivée du portable dans les établissements scolaires qui est parfois un invité indésirable ou en tout cas difficile à gérer. Et Jérôme l'a très bien dit, la sanction et la contrainte ne fonctionnent pas.
Donc autant faire des choses positives et motivantes. Donc oui, on lance une offre qu'on va commercialiser à partir de la semaine prochaine auprès des établissements. Donc si dans vos auditeurs des gens sont intéressés, il ne faut pas qu'ils hésitent à me contacter. Et cette dynamique de groupe, de challenge ensemble, elle fonctionne vraiment très très bien. Nous, on l'a utilisé au bureau et Isaac de l'Étoile est le premier pilote à le faire. On a un pilote en cours aussi en entreprise. Et on pense aussi au sein des familles qu'un challenge familial peut être très sympa. Les élèves rentrent chez eux avec la pause. Ça génère une discussion aussi au sein de la famille. Donc on fait de la médiation aussi avec pause, puisqu'on apporte un tiers qui va générer une discussion sur les règles. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire ? Quel est le cadre pour l'utilisation du téléphone ? Et souvent les parents ne sont pas exemplaires non plus. Donc bien sûr. On peut faire des challenges en famille. Évidemment, vous parliez de pochette connectée au départ. Est-ce que cette pochette aussi enlève toutes les ondes, les mauvaises ondes qu'on puisse imaginer qu'on a près de nous avec le téléphone posé ? Alors, elle ne bloque pas les appels et les ondes. À chacun de s'approprier son usage de la pause. Ce qui est certain, c'est que dès qu'on ouvre la pochette, on perd ses points, on perd sa progression et on ne cagnotte plus dans l'objectif de concourir ensemble et de cagnotter vers un objectif commun. Évidemment, il est recommandé que la pause soit la plus silencieuse possible, mais chacun fait un petit peu comme il veut. On casse un geste réflexe. Le gros apport de pause par rapport aux solutions logicielles, c'est de mettre une mise à distance physique avec le smartphone. On casse ce geste automatique dès qu'il y a une vibration, d'aller vérifier ce qui se passe. Voilà, c'est de la médiation cognitive. On coupe ce geste réflexe qui occupe nos vies. Vous l'avez très bien dit tout à l'heure. Il suffit de regarder autour de nous, dans la rue, dans les cafés, même au feu rouge, en voiture. Le téléphone a pris une place qui est bien trop importante. Même des couples qui ne se parlent plus au restaurant, qui sont chacun sur leur téléphone portable. Donc effectivement, si on peut faire une petite pause, ce serait pas mal. Merci à vous deux d'avoir été avec nous. Bravo pour le lancement de Pause, Alexandre Fauché. Donc voilà, vous savez maintenant, on peut vous contacter. Vous avez un site internet, Alexandre ? Oui, pause.com avec 3 Z. P-O-Z-Z-Z. 3 Z pour faire dodo, pause. Stop, dodo le téléphone. Et merci Jérôme Chimizi d'avoir été avec nous. Bravo aussi d'avoir fait l'expérience au sein de votre groupe scolaire, donc à Poitiers, le groupe Isaac de l'Étoile. Merci à vous deux. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la récré, ou presque, car tout de suite, place à la chronique de Loïc Landreau. Cette semaine, il nous raconte justement l'histoire de la récré à l'école. Ah, la récré! Est-ce que ce serait pas finalement le meilleur moment dans la journée d'un enfant? Bah si, évidemment. Rappelez-vous quand on était petit, les billes, l'élastique, pour ma part les cartes Dragon Ball Z. Mais saviez-vous qu'il avait fallu attendre 1866 pour que la récréation soit officiellement institutionnalisée au cœur du système scolaire? C'est dingue, non? Bah oui, je sais. Allez, un petit peu d'étymologie pour commencer. Le mot récréation, au sens où on l'emploie aujourd'hui, est attesté pour la première fois au XVe siècle, du latin recreatio, qui signifie réconfort, mais aussi du mot recreare, au sens de régénération des forces physiques et mentales. Alors, est-ce que du coup on doit conclure qu'avant le XVe siècle, les récrés n'existaient pas? Eh bien manifestement, oui. Dans l'Antiquité grecque et romaine par exemple, les élèves arrivaient à l'école au lever du soleil, ils partaient en fin d'après-midi et entre les deux, il n'y avait qu'un temps consacré au déjeuner puis à la sieste pour les plus jeunes d'entre eux. Pas de break, pas de jeu, on apprend et si on n'est pas content, ding, on se prend des petits coups de baguette. Le dialogue, c'est pas leur fort en ce temps-là, effectivement. Un peu plus tard, au Moyen-Âge, il s'agissait simplement de mini-pauses très exceptionnelles, par exemple à l'occasion de la visite d'un seigneur. Au XVe siècle, on l'a dit tout à l'heure, le mot récréation apparaît pour la première fois dans un contexte scolaire, même si le mouvement semble très inégal selon les régions et les établissements. Ça évolue un peu au XVIe siècle, puisque ces moments de répit sont inscrits dans les textes fondateurs des premiers collèges jésuites. La prière, l'étude et les saines récréations en plein air sont les piliers de l'enseignement et on désigne même un préfet de la récréation pour surveiller les élèves et s'assurer qu'ils s'expriment bien en latin, même dans la cour. Oui, parce que dans les écoles religieuses, on avait parfois un peu de mal avec le français, mais ça c'est une autre histoire. Il faut donc attendre 1866 pour que les récréations soient véritablement instituées dans toutes les écoles par Victor Duruy, alors ministre de l'Instruction publique de Napoléon III. Il connaît très bien les problématiques liées à l'enseignement puisqu'il est d'abord professeur d'histoire géo, enseignant à l'université et auteur de manuels scolaires.
Et petit à petit, à la faveur d'une passion commune pour la Rome antique, il devient très proche de l'empereur à qui il expose ses idées pour moderniser l'école. Il souhaite porter un nouveau regard sur le développement des enfants, qu'on sorte de la pédagogie traditionnelle, assez froide et abrupte, c'est vrai, pour aller, dit-il, vers une direction ferme et affectueuse. Victor Duruy considère que les journées sont beaucoup trop longues et il fustige aussi l'immobilisme des enfants qui restent assis à leur pupitre sans bouger du matin au soir. Donc il fait évoluer les choses. Dans un premier temps, le 10 mai 1864, il adresse une recommandation médicale aux chefs d'établissement, en mode mangerbouger.fr bien avant l'heure, pour leur demander plus de souplesse dans l'organisation du travail et des pauses. Et puis, le 25 septembre 1866, il fait adopter une ordonnance qui officialise la mise en place de 2 récréations, de 10 à 15 minutes, toutes les 2 heures au minimum. Et c'est un temps qui se veut complètement indépendant de l'apprentissage du sport. Parce qu'on aurait très bien pu rajouter, je sais pas moi, 2 heures de PS dans la journée et dire « c'est bon, les enfants sont divertis ». Non, pas du tout. On considère qu'il leur faut des moments surveillés, c'est vrai, mais dénués de toute notion de jugement de la part d'un adulte, de règles et de normes trop imposées. Bref, un espace de quasi-liberté. C'est d'ailleurs à cette époque que plusieurs pédagogues de renom vantent les mérites des récréations comme étant tout aussi fondatrices pour les enfants que l'enseignement lui-même. L'importance des jeux, les réussites, les échecs, les amitiés, les inimitiés, le positionnement social, les premiers regards, les premières amourettes, bref. On lutte à la fois contre le surmenage des enfants et on milite pour les vertus du jeu et des rapports humains sous toutes leurs formes. D'ailleurs, aujourd'hui, les récréations sont obligatoires et on n'a plus le droit d'en priver les enfants, même à titre de punition. Faut le savoir. Quant à la suite de l'incroyable et passionnante histoire de l'école, ce sera la semaine prochaine. Merci beaucoup. Ciao. Merci Loïc, on se retrouve évidemment la semaine prochaine avec une petite blague. N'oubliez pas, cher Loïc. Allez, c'est l'heure de Souvenirs d'écoliers. C'est Nelson Montfort qui a répondu aux questions de Malika Ménard. Regardez. Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écoliers. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Et cette semaine, je reçois Nelson Montfort. Bonjour Malika, bonjour à vous tous. Bonjour Nelson, alors vous êtes journaliste, animateur, vous êtes la voix du patinage artistique, mais pas que. On connaît vos interviews à Roland-Garros, au bord de la piscine, les pistes d'athlétisme. Mais là, il y a surtout un livre. C'est ça? Oui, c'est exact. Justement, c'est un livre qui résume un petit peu tout ça, qui s'appelle Mémoires olympiques, qui est sorti récemment aux éditions Michel Lafon, dans lesquelles, effectivement, je retrace tous mes souvenirs. Alors, pas seulement mes souvenirs personnels, parce que je remonte à la réinstauration des Jeux modernes à Athènes 1896, et il y a même un chapitre consacré aux Jeux antiques. De peu, je n'y étais pas. Donc, on l'a vu, vous avez une carrière bien remplie. On va remonter encore avant ça, à votre enfance. Vous êtes OK? Absolument. Quel type d'élève étiez-vous? Alors, je pense que je peux dire que j'étais un élève appliqué, pas nécessairement doué, en tout cas pas nécessairement doué et pas doué du tout, même dans les matières scientifiques, qui ne m'intéressaient pas beaucoup et qui ne m'intéressent toujours pas vraiment tellement aujourd'hui, pour vous dire la vérité. Mais enfin, disons que je faisais dans les matières scientifiques le minimum pour être dans la moyenne. Pour vous, c'est la moyenne? Oui, la moyenne, c'est 10 sur entre 8 et 12, quoi. 12 dans les bons jours. Et puis, en revanche, j'ai toujours été un grand passionné de littérature. Mais vraiment un grand passionné de littérature. Et je pense souvent à un professeur qui m'a vraiment appris l'amour de la littérature française, qui m'accompagne encore aujourd'hui. Non pas le professeur qui est décédé depuis longtemps, mais l'amour des livres. C'était quelle école? C'était où? Quelle Alors, en fait, j'ai eu plusieurs écoles, parce qu'il y a eu l'enfance, ensuite il y a eu l'adolescence, et ensuite il y a eu... C'est à l'école primaire, c'est au collège? Alors, l'école... non, c'était plutôt ce qu'on appelait le collège, c'est à partir de 12-13 ans que j'ai vraiment commencé à... Je me souviens, c'était extraordinaire parce que, donc c'était le professeur de français, comme vous pouvez l'imaginer, et après, il y a eu ce contact qui s'appelait Charles Stickel, je suis content de dire son nom, il était d'origine alsacienne. Et bon, après, on poursuivait. Alors vous savez ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que les autres élèves vont dire « Ah ben lui c'est un faillot », et ils voient le professeur après les cours, etc. Vous faisiez ça? Et c'était pas du... Ben oui, je faisais un peu ça, mais par passion, et je dois dire que parce qu'il y a forcément un échange. C'est vraiment le faillot, par contre. Alors, mais moi, dans mon esprit, c'était pas du tout ça. D'ailleurs, je me souviens très bien, on parlait souvent d'autres auteurs
que ceux qui étaient dans les cours, parce que sinon ça aurait pu paraître que je le faisais exprès pour. Pas du tout. Et donc c'est vrai que cet amour des lettres, on va dire, des belles lettres, a accompagné toute ma vie. Et après, vous êtes resté en contact avec ce professeur? Oui, je suis resté en contact jusqu'à son décès, tout simplement. Vous savez, je pense qu'il y a des personnes... il y a un exemple extraordinaire, c'est celui d'Albert Camus avec M. Germain, qui était son professeur lorsqu'il était tout jeune enfant à Oran, donc, et en Algérie. Et lorsqu'Albert Camus a reçu le prix Nobel de littérature, la première personne à qui il a écrit, c'est cette fameuse lettre à M. Germain, qui est d'une émotion extraordinaire. Elle date de 1957. Mais cette lettre, je ne vais pas me comparer ni à M. Germain, ni encore moins à Albert Camus. Mais l'état d'esprit de cet amour filial, d'une certaine manière, ça, je l'ai eu avec Charles Stickel. Oui, je crois que personne ici n'a pu nous dire qu'il était resté en contact avec un de ses professeurs. Alors, je vous dis pas avec tous, mais autant avec de lui, temps. oui. Non, mais ne serait-ce qu'avec un seul. Jusqu'à sa mort, oui. Il était fier de votre parcours? Vous savez, j'ai toujours un peu hésité à parler d'ailleurs, vous me direz si je ne devrais pas être là aujourd'hui, j'ai toujours hésité un petit peu à parler de moi. Je préfère parler des autres. Vous savez ça va vous faire sourire. Vous savez, mon surnom dans l'audiovisuel, comme a donné une fois notre ami commun Philippe Candeloro, que vous connaissez, Nelson Montfort, met le son moins fort. Donc, c'est ce que je savais que ça allait vous faire sourire, ça. C'est ce que je m'efforce de faire. Et d'ailleurs, dans ma fonction, que vous avez gentiment rappelé, c'est vrai que c'est plutôt, qui dit interview, c'est plutôt... Oui, mais là, c'est vous qui passez. Aller à la rencontre des autres. Aujourd'hui, c'est moi qui passe sur le grill, grill très bienveillant, mais... On doit vous connaître maintenant. Exactement. Mais si on ne me connaissait que à travers l'amour des lettres et du respect de la langue française, ce qu'on me dit parfois, je ne vais pas anticiper sur d'autres questions, je ne vais pas faire trop long, mais on me dit parfois, c'est formidable, tu parles plusieurs langues, etc. Mais au fond, j'ai la principale responsabilité, le principal bonheur de bien s'exprimer dans la plus belle langue qui soit pour moi, c'est-à-dire la nôtre. C'est la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Nelson Montfort, pour la suite de Souvenirs d'écolier. Merci Malika et à demain. Et tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Nicolas Turquet, le Futuroscope, c'est avant tout un laboratoire. Laboratoire d'idées, un lieu d'expérimentation. Effectivement, il y a un lieu très inspirant par ailleurs. C'est-à-dire que l'idée, au niveau de la capitale de l'éducation et de l'écosystème Poitevin, c'est effectivement de faire en sorte que nous puissions déterminer. Futuroscope, c'est examiner le futur, au fond, au niveau du terme. Chez Canopé, de la même façon, on ambitionne aussi de faire vaciller un peu la culture des enseignants, la posture des enseignants, de manière à pouvoir les ancrer davantage dans un 21e siècle qui modifie considérablement le paradigme de l'enseignement, notamment, eu égard à des métiers qui n'existent pas encore, avec puis toute une transformation digitale qui a un impact, évidemment, sur l'ensemble. Vous les sentez ouverts, justement, les enseignants, quelque peu parfois débordés, inquiets par rapport à cette révolution numérique? Alors je crois que ce qui a changé en tout cas, et notamment depuis la crise sanitaire, c'est le fait que les enseignants ont eu conscience de l'importance du digital et du numérique pour pouvoir peut-être élargir la cartographie des possibles, des pratiques pédagogiques. Ça c'est très important. Et ce qui fait que dès lors, ils s'intéressent davantage à toutes les possibilités que le numérique offre, non pas pour remplacer l'environnement analogique de l'enseignement, mais plutôt pour, encore une fois, pour élargir cette cartographie des possibles, pour faire en sorte qu'il y ait une réelle plus-value du numérique par rapport à leurs pratiques pédagogiques. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a aussi un nouveau vocabulaire, des métiers liés à la cybersécurité. Alors, on peut parler de hacker éthique, on en a deux avec nous aujourd'hui ici en plateau, de cryptologue, d'architecte cybersécurité. C'est des métiers qui sont beaucoup plus divers qu'il n'y paraît, Tiffany. Oui, alors ce sont des métiers assez divers, comme le disait Clément, dans le répertoire de l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, il y a une vingtaine de métiers qui sont référencés, qui restent encore des métiers assez techniques quand même s'il y a des enjeux de gouvernance. On voit bien que la tendance est de développer aussi les formations vers des Bac+2, Bac+3, c'est-à-dire de développer l'enjeu des techniciens. Il y a besoin de main-d'œuvre, il y a besoin de gens qui comprennent les enjeux de cybersécurité et pas forcément d'aller jusqu'au docteur en crypto. Donc il y a vraiment un travail qui se fait sur élargir le vivier,
diversifier les formations, encourager la reconversion. Donc, on voit bien que les métiers deviennent aussi des métiers de bac plus 2, bac plus 3. Donc, il y a des vraies opportunités, il y a des passerelles qui se font. C'est très important aussi à dire pour les jeunes. Ils peuvent aller dans une formation NSI, avoir un bac, commencer à travailler, trouver des formations complémentaires pour renforcer leurs compétences en cybersécurité. C'est une initiative assez formidable. Un mot quand même sur toutes ces initiatives. Les non-initiés, comment vous allez les chercher justement? Parce qu'il ne suffit pas de mettre des œuvres d'art ou une proposition artistique sur un bateau, dans un camion ou sur une appli pour qu'ils viennent. On est bien d'accord, justement. Donc l'application dont on va parler un petit peu plus, donc déjà c'est une application sur laquelle on est sur des nouveaux formats pour la culture. On a des cours, mais ce ne sont pas des formats MOOC ou des cours un petit peu rébarbatifs. C'est des leçons de 8 minutes, du micro-learning, donc facilement consommable, avec des vidéos en motion design, du texte facile à lire, des illustrations. Et en regard de tout ça, on a donc sélectionné des vidéos, là aussi courtes, format dynamique, qu'on a donc sélectionné auprès d'influenceurs, que ce soit des youtubeurs, des podcasteurs, tout ce que l'on peut imaginer. Oui, vous êtes agrégateur. Hein. C'est voilà, là où la métaphore, enfin la comparaison avec Netflix fonctionne. Ouais. C'est que vous agrégez des contenus que vous ne produisez pas forcément vous. On en agrège la grande majorité. Et vous en produisez un petit peu. On en a plus de 1600 en français et en anglais, donc ça fait quand même une grosse masse. Auprès d'institutions, de youtubeurs, et on en coproduit quelques-uns. Pour le lancement de l'académie, on avait coproduit une série de vidéos avec Summum 3D, la Minute Culture de Camille Junot, pour justement présenter d'une manière très originale des œuvres d'art qui avaient été scannées en 3D, donc on a pu faire plein d'animations dessus. Et là, justement, pour revenir sur le MUMO, on se prépare à coproduire un podcast qui accompagnera les œuvres du MUMO à partir du lancement en juin. Vincent Audrey, est-ce que vous savez s'il y a d'autres villes en France ou même en Europe, ou même dans le monde, qui viennent à Poitiers pour, pourquoi pas, s'inspirer de ce qui est fait et pourquoi pas le dupliquer? Alors, il y a des établissements, notamment danois, finlandais, qui viennent souvent au LP2I, le lycée qui se trouve juste à côté du Futuroscope, pour justement s'inspirer des techniques utilisées dans ce lycée, notamment en matière d'innovation pédagogique et éducative. Et donc, on accueille souvent des délégations danoises, finlandaises. C'est principalement ces dernières-là qui sont venues ces derniers mois pour s'inspirer de ça. Oui. Justement, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces outils pédagogiques qui sont utilisés dans ce LP2I? Il y a une classe qui s'appelle la Future Classroom, qui est en fait un laboratoire qui a été mis en place au sein du lycée par plusieurs enseignants, afin de permettre d'avoir une classe modulable, c'est-à-dire que les élèves ne sont pas assis à leur table pendant toute l'heure de cours. Ils ont des chaises qui vont être par exemple des chaises roulantes qui vont pouvoir se déplacer dans le cours en fonction des ateliers qui sont mis en place dans la classe. C'est une classe vraiment très ouverte qui permet d'avoir une totale liberté au niveau du raisonnement pédagogique. Et vous le disiez tout à l'heure, Clément, vous avez eu la chance dans votre parcours de pirate, de hacker, de pouvoir aussi rencontrer des figures qui vous ont appris des valeurs, de l'éthique, comment les défendre aussi dans l'art de pirater pour le bien. C'est pour ça que vous avez cofondé Hackers Without Borders, qui est un peu le médecin sans frontières du hacking. En réalité, c'est une ONG d'ONG qui va justement apporter une dimension cyber à l'humanitaire. Exactement, c'est une belle métaphore, et parce qu'on est convaincu qu'on peut aussi faire de l'humanitaire dans le cyberespace au regard aujourd'hui de tout ce qu'on a pu vivre, surtout depuis le début de la pandémie, qui est peut-être venu accroître et vraiment ce caractère-là même finalement que la cyber était assez primordiale dans énormément de secteurs. Sur les hôpitaux, on le voit, et d'ailleurs, je pense aussi assez souvent on se dit comment des gens peuvent aujourd'hui attaquer des hôpitaux qui sont quand même in fine là pour soigner vraiment ces personnes-là. Et donc l'idée vraiment de Hackers Without Borders, donc Hackers sans frontières pour sa traduction en français, c'est de tout simplement venir aider ces ONG, qu'elles soient petites ou associations humanitaires, de quelque taille qu'elles soient, et qu'au regard de toutes nos compétences, que l'on puisse investir un tout petit peu de notre temps pour réellement permettre finalement d'aider concrètement les populations vulnérables qui peuvent être, surtout là dans le cadre un peu, depuis le début du conflit, des mères de famille qui vont passer de l'Ukraine vers les pays en Europe. Donc peut-être pour donner un exemple très concret, on a pu aider quelques associations humanitaires qui proposaient à certains Français d'héberger, et on ne se rend peut-être pas compte, mais il se passe quoi si demain on commence à avoir 5 000, 10 000, voire 30 000 personnes en Île-de-France qui ont voulu aider ces personnes et finalement que leurs données soient exposées. Donc en fait, c'est vraiment des choses peut-être simples, mais qui vont réellement permettre de venir aider ces populations vulnérables.
Anti-Sèche, dans laquelle on regarde la manière dont l'actualité résonne dans les programmes. Et si on ne quitte pas notre sujet, bonjour Amal. Bonjour Emmanuel. C'est que vous nous emmenez voir une exposition. Oui, une exposition. Notre-Dame au Collège des Bernardins. C'est ça, une exposition immersive en réalité augmentée. Et elle a commencé le 7 avril, elle se terminera le 17 juillet prochain. Alors cette exposition exceptionnelle, 3 ans après l'incendie qui a détruit une partie de la cathédrale Notre-Dame, a été imaginée en collaboration avec l'établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et elle nous entraîne dans un voyage de 850 ans, grâce donc à la réalité virtuelle. Donc on revient sur toute l'histoire. Toute l'histoire de la cathédrale, sur le chantier actuel aussi de la restauration. Et au programme, eh bien, vous pourrez par exemple assister au chantier de la construction de la cathédrale Notre-Dame de Paris, donc au Moyen-Âge, au sacre de Napoléon. Et on pourra aussi assister à l'installation de la flèche imaginée par Eugène Viollet-le-Duc au 19e siècle. Alors c'est une véritable expérience et tout ça c'est gratuit. Mika, voilà, c'est fini. C'est fini, mais à demain. Tout à fait, à demain, on se retrouve. schooltv.com pour nous retrouver en replay, canal 247 de la Freebox aussi pour nous regarder. À la réalisation aujourd'hui, Axel Poulou, Saïd Mamou au son. À la rédaction, toujours Agathe Delannoy et Maguessel et Colline Hamel au make-up. À demain, ciao.